Si vous désirez prolonger la magie de ce podcast, je suis très heureuse de vous informer de la sortie du livre « Métamorphose, éveille ta conscience » aux éditions Erol. Ce livre est un voyage des mots parmi 33 podcasts iconiques de métamorphose. Vous y retrouverez la quintessence du message d'invités comme Laurent Gounel, Maud Ankawa, Christophe André, Natacha Calestrémé, Fabrice Midal et bien d'autres encore avec des citations éclairantes et des illustrations de Manon pour intégrer les concepts. Merci infiniment du chaleureux accueil que vous lui réserverez en ligne et chez votre libraire préféré. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Faut-il encore présenter mon invité, sa fougue légendaire, son amour de l'amour, sa folie, disent certains, mais aussi ses engagements citoyens au sein du mouvement Bleu-Blanc-Zèbre et de l'association Lire et Faire Lire qu'il a cofondé. Il est l'un des auteurs de langue française les plus lus, primé à plusieurs reprises et a publié une vingtaine de romans comme Le Zèbre, Fanfan, L'île des Gauchers et des récits autobiographiques comme Le Zubial ou Des gens très bien. Avec son nouveau récit, La plus que vraie, il revient pour notre plus grande joie à la comédie romantique. Un roman qui, étrangement, fait surgir le réel. Je suis absolument ravie d'accueillir Alexandre Jardin dans Métamorphose, évidemment. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors faites-nous un peu le pitch de votre livre. Pourquoi ce titre et pourquoi ce titre aussi, La plus que vraie ? C'est l'histoire d'un type qui me ressemble, ou plutôt qui ressemblait à l'homme que j'étais, au moment où je l'ai écrit. Et qui écrit des romans d'amour parce qu'il ne les vit pas, qui fuit parce qu'il ne trouve pas sa pleine dimension dans la vie. Et il finit par penser que cette pleine dimension n'existe que dans la littérature, que dans les romans. Et puis il arrive un jour dans un hôtel à Bordeaux. À la réception, il y a une femme, et il s'appelle Sauvage. On lui dit « Bonjour, monsieur Sauvage », et le réceptionniste se tourne vers la dame et la femme, et il lui dit « Bonjour, madame Sauvage ». Et il comprend pas. Et en fait, ils ont le même nom. Et on les prend pour un couple, et on les surclasse, et on leur propose une chambre, ensemble. Et elle accepte le jeu. Et ils montent dans l'ascenseur, et je vous raconte pas la suite. Non. Et à ce moment-là, entre dans la vie de cet homme la possibilité de vivre comme dans un conte. Et c'est ça qui se passe dans le roman. Et moi, je n'ai écrit qu'une partie du livre, parce que les lettres ne sont pas de moi. Oui, alors ça, c'est nouveau pour vous. Vous écrivez là à quatre mains avec une femme. C'était important pour vous de passer à ça ? Je voulais me désenfermer d'un regard masculin. Un roman, c'est habituellement un grand monologue. Oui. Et il me semblait que votre planète, la planète des femmes, devait rentrer dans mon livre. Que cet autre regard, cette autre respiration devait rentrer, donc que je ne devais pas écrire tout. Et même si évidemment c'est l'histoire générale et celle de l'un de mes romans, je voulais qu'il y ait un autre regard dedans. Et c'est aussi une aventure littéraire. Voilà. Oui. C'était un peu sous forme de cadavre exquis, c'est-à-dire que vous écriviez l'un après l'autre, ou comment ça se déroule dans ces cas-là ? Il faut forcément parler du contenu des lettres pour que l'histoire reste cohérente. Oui. Mais ensuite, il y a vraiment des passages que je n'ai pas écrits moi. Et il fallait pas. Oui, c'est intéressant. Cette vision que l'amour est le chef-d'œuvre d'une vie est poétique et artistique, c'était important pour vous de vraiment l'ancrer là dans ce roman et sous forme aussi d'auto-analyse très puissante. J'étais à un moment où je voulais ça. Et je voulais le réclamer à la vie. Donc j'ai écrit La plus que vraie. Et
je voulais publier quelque chose qui contienne tout ce que je voulais. Oui. Et j'avais pas prévu que ça arriverait. Ah, ça, on va en parler. Oui. Alors, vous dites qu'il y a encore 8 mois, vous étiez déçu de la réalité et que l'écriture vous permet de remuer le réel. Alors, pourquoi vous étiez arrivé à cette forme de déception du réel? Parce que vous êtes quand même très en vie, très vivant, très engagé. On n'a pas l'impression que ça peut vous arriver à vous, quelque part, cette déception du réel. Mais on est hors la vie quand on n'a pas rencontré celle pour qui on est né. On frappe à la porte, on rentre pas dans sa maison, dans son être profond. Donc j'étais hors la vie. Ça veut pas dire que tout était triste ou... Non, il y a plein de choses passionnantes dans ma vie, mais fondamentalement, j'étais hors la vie. Et je pense que chacun est en dehors de sa vie, tant qu'on rentre, en tout cas pour un homme, tant qu'on rencontre pas fondamentalement le féminin. Est-ce que ça peut être une rencontre avec soi? Je crois pas. Non. Je crois qu'on nous raconte des balivernes là-dessus. Partout. C'est pas vrai, ça existe le féminin et le masculin. Ça existe puissamment. Et c'est fait pour féconder l'autre, quoi. Vraiment, je pense vraiment, parce que je le vis aujourd'hui. Je vois bien que toutes les dimensions de mon être n'étaient pas irriguées, ne vivaient pas. Je n'avais aucune vie spirituelle. Je ne sais pas ce que c'était. Je regardais ça comme curiosité. Alors que dans l'amour, tout à coup, c'est évident. Parce que ce qu'il faut expliquer et qu'on dit sans vraiment le dire, alors celles et ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux le savent, mais le réel a surgi de votre roman. C'est-à-dire qu'à la fin de l'écriture, comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quasiment à la fin. J'ai fait un tweet. J'ai écrit un tweet sur la part sublime de la vie. Oui. Et il y a eu un commentaire époustouflant. Mais vraiment époustouflant. Qui m'a fait le même effet qu'un vers de René Char. Hein. Enfin, où je sentais quelqu'un d'un format tout à fait très surprenant. Quoi. Et je lui ai répondu, et puis très vite on s'est parlé au téléphone, et au bout de 10 minutes, on savait qu'on allait faire non seulement notre vie, mais notre éternité commune. Et je lui ai dit, tout de suite, je lui ai dit, mais puisqu'on va vivre ensemble, où habites-tu? Et elle m'a dit Waterloo. Et en bon français, j'entendais Morne-Plaine, Belgique. Oui, forcément. Napoléon, etc. Oui. Et elle me dit non, Ontario. J'avais pas prévu de devenir Canadien. Et je lui ai dit va pour l'Ontario. Mais parce que ça peut sembler étrange dans un amour secondaire, mais tout est simple dans un amour fondamental. La géographie ne compte pas, la distance ne compte pas, je l'aime pour l'éternité, quoi. Et où qu'elle soit. Et à ce moment-là, donc j'ai essayé d'aller en Ontario. Oui. J'ai découvert à ce moment-là que le Canada était probablement un des pays les plus fermés au monde. Quoi. Ils appelaient ça un système robuste de contrôle qui n'a pas empêché. Oui, lié à la pandémie. Et surtout en Ontario. Ah oui, en particulier. Encore pire que... d'ailleurs, au moment où on parle, la frontière est encore fermée entre le Québec et l'Ontario. Donc, je n'ai pas pu y aller. J'ai tout essayé. Tout. Je me suis obtenu des missions de Paris Match, de trucs de chaînes de télé. Ensuite, j'ai fait intervenir l'ambassadrice. Et je ne savais pas qu'elle allait répondre. Et Dieu merci, on a une diplomatie française. Oui. C'est-à-dire que nos diplomates ont lu Cyrano. Et donc, tout à coup... Ils ont essayé? Oui, évidemment. On est peut-être le seul pays au monde dont les diplomates s'occupent d'histoire d'amour. Et pour Alexandre Jardin, peut-être? Non, je pense pour tout le monde, parce qu'elle-même avait été séparée, l'ambassadrice avait été séparée de son mari pendant 6 mois, ambassadeur à New York auprès de l'ONU. Et donc, ils se sont retrouvés eux-mêmes dans un système fou, quoi. Ouais. Enfin, l'inimaginable s'est produit. Oui. Et puis, on a décidé d'acheter notre maison sans s'être vus. Je suis rentré dans une agence et j'ai dit je voudrais une maison pour une femme que je n'ai jamais vue. Parce qu'on va vivre dans le froid et on voudrait un petit coin de France au chaud. Au chaud. Ouais. Et dans le sud, près de Narbonne.
Et je suis tombé sur des poètes, des agents immobiliers poètes. Par hasard, évidemment. Mais la vie. Oui. Parce qu'en fait, quand on est au bon endroit, on est au bon endroit. Quand on rencontre les bonnes personnes, je suis tombé sur un fou génial, qui est un ancien marchand de tableaux, qui a arrêté de vendre des tableaux le jour où il n'y a plus de très grands peintres comme Miro, et qui attrape des bouts de maison, des bouts de charpente, des bouts d'escalier, pour recomposer des maisons. Mais il n'en avait pas à vendre, puisqu'il paraît que tout le monde s'est rué au moment de Covid sur les maisons. Donc, il m'a emmené voir ce qu'il faisait. Et puis, dans une seconde où il stockait des fenêtres, et il m'a dit que pour qu'un couple soit heureux, dans cette maison, il faudrait plus de volume. Et il a pris une masse, il s'est mis à défoncer le sol pour me montrer qu'il fallait faire un jardin d'hiver avec des palmiers. Et il m'a tendu la masse. On a fini par détruire le plancher. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, je la veux. Pas ce que je vois, je veux l'histoire. Oui. Et il me l'a vendu. C'est fou. J'ai appelé l'Ontario, j'ai dit on a notre maison. Et votre notaire a essayé de vous dissuader à un moment, qui est une amie. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Elle était dans son rôle de notaire, c'est-à-dire que, justement, d'amie et de notaire, elle m'a dit, Alexandre, je ne peux pas te laisser signer, te foutre des crédits par-dessus avec elle. Vous ne vous êtes pas vus, on ne peut pas faire ça. Là, tu redescends sur Terre, là, on est dans le juridique, dans le financier. On n'est plus dans le roman, là. Oui, on n'est pas dans un roman, et évidemment, j'ai signé. Et à ce moment-là, il y a eu un moment de pur miracle. Cette femme merveilleuse est réapparue derrière la peur. Elle est redevenue une femme et elle a hurlé « Mais comme c'est beau qu'un homme n'a jamais fait ça pour moi !» Et hop, elle vous a poussé à le faire. Et on a appelé l'autre notaire et les deux notaires pleuraient, quoi. Oh, c'est dingue. Et puis ça n'arrête plus. Et puis hier, il y a un producteur génial un très très grand producteur français qui m'appelle et qui me dit voilà, je sais ce qui se passe. Moi j'ai un palais à Venise. Si vous voulez vous retrouver dans mon palais à Venise, Nietzsche a habité, ça me semble à la hauteur de votre amour. Pour la rencontre, pas pour vous le vendre. Non, oui. Il vous l'offre comme ça pour la rencontre. Voilà. Et puis ce matin, vous m'avez dit ça en rentrant. Oui. Tout à coup, il y a une vieille dame qui vient vers moi, qui paye mon petit déjeuner dans le café, et qui me dit, comme votre Canadien n'est pas là, on doit prendre soin de vous. C'est vrai qu'on doit prendre soin de vous. Alors moi, j'ai vu ça sur Facebook. Alors je vous accueille, vous arrivez, je vous dis. Alors vous avez le petit déjeuner offert. C'est incroyable. En fait, les êtres humains ont envie que l'amour soit prodigieux. Oui. Ils sont bien construits, ils sont pas débiles, ils ont pas envie de se faire culbuter bêtement. Ce qui est quand même stupéfiant, je trouve, c'est qu'on pourrait même croire que c'est une histoire construite pour accompagner le roman, tellement ça paraît délirant. C'est ce réel qui surgit de ce roman. Alors moi, j'ai des amis qui travaillent sur la physique quantique, qui ont écrit des livres sur les boucles rétrocausales. C'est comment, en fait, on peut avoir la préscience du futur. Et donc, voilà, c'est ce qui vous arrive, là, carrément. Peut-être que ça s'explique comme ça. En tout cas, il me semble que quand on crée quoi que ce soit, on déclenche une autre énergie. Et donc, quand on crée un roman, on modifie le réel. Quand je dis on le modifie très profondément. Donc c'est pas anodin. Il y a sur un autre plan, je ne sais pas lequel, est-ce que c'est ce que vous dites ou hier il m'est arrivé un truc complètement extraordinaire. Je fais un Facebook Live sur ma page et il y a quelqu'un qui vient juste après et qui me donne un exemplaire du zèbre et qui me dit personne ne l'a touché depuis 28 ans. C'est un homme qui me l'a offert. On s'est aimé à la folie. Et il est mort très jeune. Et les 3 derniers mois, on les a vécus ensemble. Et comme dans votre livre, après sa mort, il m'a laissé des lettres. Pour me faire comprendre que notre histoire était éternelle. Et depuis ces 28 ans, je vis avec cet exemplaire et j'ai des lettres de temps en temps qui arrivent de cet homme. Et je viens de lire votre Plus que vrai, j'ai fini la nuit dernière, j'ai vu la fin, où vous parlez d'une certaine dimension dans l'éternité. De l'amour. De l'amour absolument éternel. Voilà, vous allez dédicacer ce livre que personne n'a touché. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre que lui et moi l'ait touché. Vous allez le toucher.
et vous allez le lui dédier. Waouh. Elle est venue dire adieu à cet homme hier soir. Vous me faites frissonner, là. Mais vous ne savez pas ce que vous faites quand vous publiez des livres. Je veux dire, comment voulez-vous prévoir un truc comme ça? C'est beau. C'est bon. Vous voyez bien qu'il y a une énergie qui fonctionne et qui n'est pas de l'ordre de la volonté de l'auteur. Oui. Tout s'ouvre, en fait, à ce moment-là. Il y a comme une brèche. Une brèche de lumière. Moi, j'aime bien l'idée de la brèche de lumière qui s'ouvre. Et à ce moment-là, tous les possibles débarquent. Tout. Et c'est vraiment débarque, parce que là, c'est... Oui, débarque. C'est comme ça. Ah, si on m'avait dit que j'allais devenir ontarien... Oui, ça débarque. Comment vous vivez ça à l'intérieur? Parce que j'imagine qu'il y a une joie à la fois immense et en même temps, c'est tellement fou que l'ego, le mental, qui peut être parfois avoir peur, comment est-ce qu'il réagit à tout ça? C'est tellement joyeux. Oui. Mais en fait, l'absolu, on ne dit pas, l'absolu, ça a l'air sérieux. Mais non, l'absolu, c'est la chose la plus légère au monde. La chose la plus gracieuse, la plus joyeuse. Alors, oui, par moments, il y a des peurs, tout à coup. Parce que forcément, il y a plein de gens qui arrivent et qui essayent de vous faire peur. Disent, oui, j'ai entendu des interviews de vous. On vous dit, et vous ne l'avez pas touché, vous ne connaissez pas sa peau. Ici, finalement, vous ne l'aimiez pas. Voilà, il y a tout ça qui s'ajoute. Jamais. Ouais. Et si... Parfois, on peut 30 secondes me faire peur. Voilà. Mais en même temps, je sais bien ce qui se passe. Et je sais bien qu'il n'y a pas plus réel que l'amour d'un homme et d'une femme. Il n'y a rien de plus réel sur Terre. Quand vous dites que vous avez rencontré votre femme spirituelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Je dis bien, j'emploie le mot spirituel, pas religieux. Oui. Ça veut dire que c'est une femme qui a une dimension spirituelle très puissante. 6 mois avant notre rencontre, elle avait fait une méditation très puissante pour réclamer à la vie ce qu'elle voulait vraiment. Pas un homme, un vrai chemin. Et elle savait que ce chemin arrivait. Elle n'avait pas prévu que ce serait un homme, et encore moins un écrivain français, du fond de l'Ontario. Et célèbre, quand même. Enfin, c'est, voilà. Oui, mais ça veut... peu importe. Elle n'avait pas prévu ça, quoi. Oui. Elle est efficace, sa méditation. Oui, oui. Donc elle a cette dimension. C'est quelqu'un avec qui je peux respirer pendant des heures. Comme dans votre roman. Oui. Respirer l'amour, c'est fou. Oui, mais vraiment respirer l'amour avec une femme, mais c'est on est tout simplement construit pour ça, et quand on ne le sait pas, on ne le vit pas. Et on reste à la porte du sublime. Pourquoi est-ce qu'on reste souvent à la porte du sublime? C'est parce que la rencontre ne s'est pas faite ou parce qu'on n'ose pas effectuer cette bascule? Est-ce que vous pensez que c'est la personne ou parce que maintenant vous êtes prêt à cette bascule? Je crois qu'il y a vraiment la part de magie qui fait le côté incroyable du fait de rencontrer la personne pour qui on est né. Mais on peut passer à côté si on ne sait pas que c'est possible. Oui. En fait, le conte n'est pas possible si on n'y croit pas. Oui. Si on s'envoie en l'air sur Tinder en permanence, c'est pas l'endroit absolument idéal pour... à un moment, il faut quand même faire de l'espace pour que le grand rentre. Mais il faut être prêt à ça. Oui. Il faut avoir cheminé. C'est peut-être pas un truc de jeune homme ou de jeune femme. Oui. Mais je vois tellement d'êtres qui, en principe, se voient et sont censés se connaître et qui ne se rencontrent pas. Et qui ne cheminent pas ensemble. Mais aujourd'hui, c'est pour moi très facile de le dire. Oui. Vous qui avez pourtant tant écrit sur l'amour. Mais il y a un an, je ne savais pas tout ça. En fait, je ne savais pas grand-chose de l'amour il y a un an. Et d'ailleurs, dans La Plus que Vraie, il y a des scènes que je n'écrirais pas du tout de la même manière aujourd'hui. Ah oui? Et oui, parce qu'ils sont très actifs dans le roman. Or, je m'aperçois aujourd'hui qu'il n'y a rien à faire. Ça se fait. Notre maison, on n'a pas choisi. Elle est venue.
Par exemple, au début, la banque avait refusé le crédit parce qu'il y avait marqué vétuste sur l'acte de vente. Et aucune banque ne prend en garantie un bien dit vétuste, au sens juridique du terme. Et tout à coup, le banquier a dit, mais je veux que votre histoire marche, je vais trouver une solution. C'est lui qui a... Oui, mais ça n'existe pas, normalement, un banquier qui dit ça. Non. Je dirais ça n'existe pas. Là, on a fait les travaux, et tout à coup, elle voulait beaucoup de lumière. Bon, Oui. donc, on mettait plein de Velux sur l'endroit du jardin d'hiver, inventé par cet agent immobilier poète fou. Et le maçon me dit, un colosse, un personnage magnifique, il me dit, je suis très embêté. En fait, les tuiles sont trop anciennes, et donc on ne peut pas accrocher les Velux, ça s'effrite. On doit refaire le toit, et il me sort un devis, et il me dit, je l'ai mis au plus bas, mais il y a des choses incompressibles. Je regarde et je ne pouvais pas. Oui. Et je lui dis, je ne peux pas. Il a réfléchi, il est revenu le soir, il me dit, j'en ai parlé avec ma femme, je vous le fais au quart du prix, juste tout coûtant, et on va le faire avant qu'elle arrive. C'est dingue. Et on va le faire avant qu'elle arrive. C'est une synchronicité géante. Enfin, c'est comme si... C'est dingue, quoi. Je veux dire, la scène n'existe pas, quoi. Ça n'existe pas, normalement. Vous qui n'êtes pas spirituel, vous n'avez pas quelque chose de l'ordre de la substance infinie, de Dieu qui voyage incognito, qui s'invite quelque part? Ah, bah si. Hein? Pour ne pas le voir, il faut vraiment... Ouais, c'est ça. Non, mais là, faut vraiment vouloir être aveugle. Non, il y a une forme de grâce. De grâce et d'illimité qui circule dans notre amour et qu'on va rendre au centuple. Oui. Parce que ça circule à travers vous. Vous n'êtes pas propriétaire, quoi. Donc cette maison, on va en faire quelque chose de plus intéressant qu'uniquement nous. Vous qui êtes un amoureux des mots, comment est-ce qu'il s'invite et s'agite dans cette histoire? Parce qu'ils sont clés. Ils sont partie prenante, totalement. Pour moi, ils sont clés. Pour moi, tout démarre par des livres, par de la littérature. Je crois profondément au pouvoir transformateur du monde par la littérature. Vous dites d'ailleurs que la littérature doit infecter de bonheur les êtres humains. Elle est construite pour ça. Revoyez ce soir la version de Zeffirelli de Roméo et Juliette. Oui. On trouve ça sur la toile. Regardez ça. Ah, on le mettra en lien. Le Roméo et Juliette de Zeffirelli est quelque chose qui vous rebranche sur votre illimité. Mais et Shakespeare aurait pu écrire ça hier. Vous rebranchez en même temps à votre famille en vivant ça quelque part. Vous dites que votre père vivait sans la peur. Oui, mais il a été abîmé par la guerre. Et par son père collabo, il a été... il ne pouvait pas vivre longtemps. Il est mort à 46 ans. Et je l'aime infiniment, mais il a été trop abîmé. Peut-être qu'on ne peut pas se remettre d'avoir eu un père vraiment au cœur de la collaboration avec le nazisme. Oui. Peut-être qu'on ne peut pas. Vous le portez aussi dans votre histoire en transgénérationnel. Vous avez fait un travail remarquable en publiant ce livre sur votre grand-père. Quelque part, ça a fait surgir du réel. Il y a eu vraiment un nettoyage au niveau collectif aussi, de permettre de verbaliser, de mettre les mots sur cette histoire. Ça a beaucoup aidé notre pays. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un court vraiment le risque d'être vrai, il permet aux autres de l'être. Oui, c'est ça. Ça donne un signal simple, c'est possible. Donc, lors de la sortie de ce livre, des gens très bien, dans les librairies, je voyais affluer des centaines de gens qui venaient parler de leur famille. Oui. Des placards liés à cette époque, et balançaient des énormités, quoi. Même un vieux qui est arrivé à Strasbourg et qui a dit « Moi, monsieur, j'en ai fait des rafles. » Du coup, on ne sait plus si c'est du pénal, si c'est du truc. Et il s'est expliqué. Et je lui ai dit « Pourquoi vous dites ça ? Votre famille le sait ?» Il m'a dit « Non. » Je lui ai dit « Pourquoi vous le dites ?» Il me dit « Parce que vous parlez, vous, monsieur. » Donc ça donne le courage à l'autre. Ça l'autorise. Et je suis en train de préparer d'ailleurs quelque chose de... Parce que je sens bien qu'il faut que je revienne sur ce thème aujourd'hui, probablement en télé,
Parce que l'époque est en train de faire la bascule dans les familles. Oui. On voit bien partout... Les secrets se lèvent. Hein. Oui. L'époque est en train de tourner bien. J'ai publié un podcast avec Stéphane Alix qui a écrit chez Albin Michel, Nos âmes oubliées, où il parle des agressions sexuelles, il avait une amnésie traumatique sur le sujet, et donc il en a parlé. Il y a encore très peu d'hommes qui parlent de ce sujet-là. Et c'est un énorme travail collectif aussi qui se fait à ce niveau-là de cette libération de la parole. Et comme vous dites, je crois qu'on est prêt maintenant. Maintenant. Pas il y a 10 ans, maintenant. On voit bien les gros succès de livres qui ont eu lieu. En fait, ce sont des signes. Oui. Ça veut dire qu'on va vers plus de conscience, on va vers plus d'acceptation, on va vers la fin des dénis majeurs. Oui. Et qui sont les choses les plus toxiques pour foutre en l'air les couples, les familles, les destins. On va vers une vie possible. Vous avez le sentiment aujourd'hui que vous êtes presque incarné pour ce type de mission, finalement. Alors, vous étiez très engagé avec Bleu Blanc Zèbre, vous l'êtes toujours, vous êtes engagé auprès de la lecture avec l'association vous êtes Lire et faire lire, Lire et faire lire, que vous avez cofondée et qui aujourd'hui a pris une ampleur incroyable. Vous sentez qu'il y a une sorte de mission comme ça en vous, de transformer, de transmuter les consciences d'une certaine manière? Oui, mais pas seul. Maintenant, c'est mon couple. Ça change bien des choses. De faire ça à deux? Oui, je sais que notre couple va rendre plein de services. Oh, arrêtez de me faire frissonner. Mais plein de services. Il n'y a rien de plus puissant qu'un couple. Le monde a besoin de couples éclairés qui peuvent être des phares, justement, dans la nuit? Qui peuvent faire basculer les gens vers l'acceptation de toutes les dimensions de la vie d'un couple. On n'est pas fait pour uniquement une cohabitation commune. Il y a une forme de grandeur dans la vie qui ne se trouve que plus difficilement seule. Ça ne veut pas dire que... J'ai une copine qui est presque bonne sœur. Un jour, on se baladait à Montmartre, et on passe devant un mur, et elle me dit, ma meilleure amie vit derrière ce mur, elle est carmélite. Oui. Et je lui dis, tu m'as jamais parlé d'elle? Elle me dit, je prie pour elle tous les jours à 15h. Et elle prie pour moi à 15h. Et comme elle est carmélite, nous n'échangeons qu'une seule lettre par an. Je l'ai regardée, je me suis senti tout petit. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? C'est deux très jeunes femmes qui ont une dimension proche de celle d'Antigone, de Sainte-Thérèse. C'est des gens d'un format. Et donc, ça existe à l'unité. Oui, ça existe à l'unité, bien sûr. Tous les grands saints ou les grands mystiques, on peut dire au sens large. Et ça existe aujourd'hui. Oui. Je pense à cette jeune femme qui est laïque consacrée, une sorte de bonne sœur. Alors que je ne suis pas du tout chrétien, mais enfin, je le suis d'éducation, mais pas dans mes pratiques. Non, et en fait, je suis très heureux d'avoir écrit les romans que j'ai écrits sur le couple. Même s'il y avait toute une dimension que je ne connaissais pas. Même en terminant la plus que vraie. J'étais au maximum de ce que je pouvais écrire à ce moment-là. Mais j'étais encore très prisonnier de l'idée qu'il faut faire. Alors que ça se fait. Vous avez envie d'écrire là-dessus, sur le ça se fait, avec elle? Oui. Avec elle, peut-être. Là, je suis en train d'écrire une pièce. D'accord. Et ça m'intéresse énormément qu'elle fasse l'adaptation anglaise. Elle est anglophone. D'accord. Mais aussi francophone, puisqu'elle a été québécoise pendant 20 ans. Oui, parce que ce mot sur Twitter était écrit en français. Oui. Cette poésie qui vous a comme ça embarqué tout de suite. Mais je suis presque plus sensible à sa poésie en anglais. En anglais. Waouh. Je pense que le texte de la pièce anglophone sera signé d'elle. Vous réhabilitez le mythe de l'androgynie, auquel on rêve tous quelque part, qui est la complétude avec l'autre. Parce qu'on est fait pour ça. Qui peut être une forme d'illusion aussi, d'ailleurs, une quête infinie. Enfin, vous le savez bien, vous avez écrit sur... On peut se tromper, on peut se raconter des choses au lieu de les vivre.
Mais un jour, si on est attentif, et si elle passe, il faut l'attraper. Oui. Et vous dites d'ailleurs que vous vous sentez ajusté dans votre corps. Oui, on n'a pas le même corps. C'est ce que vous... Voilà, vous n'avez pas le même corps aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous arrivez à nous le décrire avec des mots? Vous, le champion des mots? Il est tout simplement vivant. Mon corps était en train de s'asphyxier. Il est redevenu vivant. Toutes les cellules pétillent. Oui. Et puis mes cellules lui appartiennent. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez le sentiment que Ronsard, depuis l'au-delà, est partie prenante de tout cela, dans une forme de danse? Oui. Hein? À chaque fois qu'un homme et une femme s'aiment à sa hauteur, il danse. Il danse. Ah oui, il danse. Je ne sais pas ce que lui est parvenu à vivre en vrai. Mais en tout cas, au moins par ses vers, il nous signale la juste hauteur. C'est pour ça que dans le livre, il y a autant question de Ronsard. Oui. Ce sont des gens qui sont absolument intemporels. Ils n'appartiennent pas à une époque. Et parfois, ils viennent même pour une époque ultérieure, nous délivrer le message qui n'a pas été entendu parfois. Oui, peut-être que ses potes le comprenaient pas. Oui. Je parle pas forcément de Ronsard, mais... C'est le message aussi du Christ, de l'amour, que vous dites que vous n'êtes pas chrétien, peu importe, mais ce sont les messages aussi des grands mystiques que vous venez délivrer aujourd'hui. Oui, tout à fait. Que l'amour peut tout. Mais comme c'est bon avec une femme. Ah oui. Comme c'est bon. Vous avez hâte de la rencontrer ou finalement cette attente est presque une forme déjà d'éternité? Les deux. Ce matin, j'ai eu une crise de manque épouvantable. En me levant vers 5h30, je l'ai appelée, elle était en train de s'endormir. Donc, il y a des crises de manque, et puis en même temps, pas du tout. Oui. En même temps, on a le temps. C'est ça. Vous publierez quand vous la rencontrerez? Vous nous informerez ou pas forcément? J'en sais rien. Oui, vous savez pas. Parce que tout le monde est suspendu aussi à ça. Maintenant, vous avez mis la France au diapason de cette rencontre, c'est quand même ahurissant. Hein? J'en sais rien, parce que c'est un moment sacré incroyable. Oui. C'est vraiment un moment sacré incroyable. Je n'imaginais pas me remarier, ou elle non plus, d'ailleurs. Elle divorce, elle n'imaginait pas tout ça. Mais en même temps, de toute façon, on est déjà mariés. Donc... Oui, quelque part. Alexandre Jardin, merci infiniment. Je suis bouleversée par cet entretien parce que, évidemment, on sent la joie, on sent toute cette ouverture des possibles, on sent le vivant, l'humain. Et ça fait du bien. Et on en a besoin, je crois, véritablement. Je rappelle que... Mais on a aussi besoin de femmes grandes pour que l'époque soit grande. Et c'est ça mon privilège. C'est de rencontrer une femme considérable. Alors c'est aussi un appel à toutes les femmes. Est-ce qu'on peut toutes être ces hommes et ces femmes grandes? Oui, parce que c'est notre vocation. On a ce potentiel humain, c'est notre vocation pleine. Oui. Regardez cette vieille dame qui ce matin m'offre mon café et mon croissant. Je sais pas, elle avait l'air toute vieille. Hein. Je sais pas quel âge elle pouvait avoir, mais elle pourrait être avec ses maladies, ses trucs. Non, elle fait un geste grand. Oui. Mon petit déjeuner valait 5,50 €. Elle a fait un investissement du diable. On ne parle que d'elle maintenant. C'était vraiment un investissement du diable. Moi aussi, j'aimerais bien vous inviter, vous offrir votre petit déjeuner. Voilà, c'est vrai qu'on a envie, ça donne envie. Moi aussi, ça me donne envie d'être grande. Je suis sûre que celles et ceux qui nous entendent aussi, ça va leur donner cette envie-là. Donc ils vont le faire. Et ils vont le faire, c'est bon ça. Alors je rappelle que votre roman, Alexandre Jardin, La plus que vraie, publié aux éditions Albin Michel, et on peut vous retrouver très facilement sur vos réseaux sociaux, évidemment. Merci. Merci.
Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.